Alors un autre tapis couvre-sol qui fixe l'azote au milieu de la prairie, c'est une coronille fer à cheval. Une petite coronille toute traçante, toute tapissante, qui vient au milieu des piloselles. On voit qu'elle n'a pas de problème à cohabiter avec les piloselles, elle se fait sa place et elle attire tout un tas d'insectes. Ça saute de partout là quand je mets ma main. C'est pas un arbre mort, c'est juste le dernier des arbres à débourrer, à sortir ses feuilles chez nous. On ne le voit pas tout à fait sur la vidéo, mais ces feuilles commencent juste à sortir. Elles seront vraiment sorties fin mai. J'ai souvent entendu dire que rien ne pousse au pied du noyer. Voyons ça tout de suite. On a un magnifique bosquet derrière nous avec des aubépines, des roses des chiens, les églantiers, des troènes, un lierre qui pousse dedans et plein d'autres plantes au pied. Ça pousse. Qu'est-ce qu'on raconte? En fait, c'est la feuille du noyer qui comporte quelques toxines et qui sont antigerminatives, qui du coup limitent la germination. C'est donc pas conseillé dans les potagers. Mais on peut faire de magnifiques guildes avec le noyer, on en reparlera par la suite. Alors on retrouve nos thym sur le talus. On voit qu'ils ont un avantage certain sur l'herbe. Ici, personne n'est venu faucher et pourtant le sol est presque dégagé. On trouve pas grand monde au pied des thym, mais en observant bien, on voit quand même un petit peu d'Achillée millefeuille au pied de l'Apsoralée et de la Gérandrée à feuilles de chêne. Alors à l'inverse du talus, observons qui pousse dans les combes et les petites zones qui récupèrent l'eau. On est juste à côté de notre talus avec les thym bien secs et pourtant ici, c'est l'abondance. On a des ronces en veux-tu en voilà, on a des troènes et au milieu de tout ce tapis de ronces, on a tout un tas d'arbres et d'arbrisseaux qui poussent. On voit un grand nombre de merisiers qu'on n'a pas beaucoup dans notre région, des pruneliers qui poussent juste derrière, des sorbiers blancs. Alors tous ces arbres et ces jeunes arbrisseaux ont poussé à l'abri des ronces, protégés par leurs épines et stimulés par leurs hormones de croissance. C'est des arbres fruitiers sauvages qui peuvent aussi nous servir de porte-greffe. Sur le merisier, on va pouvoir greffer des cerises, sur le sorbier blanc, des poires ou des coings, sur le prunelier, des prunes, voire même parfois quelques abricots, des pêches. On a là une ressource végétale magnifique. Mais on voit que ces arbres-là ne poussent pas n'importe où. Ce n'est pas eux qu'on trouve sur nos talus secs. On les trouve en fond de vallon, avec un minimum d'eau et tous les limons qui se sont accumulés. Alors nous voilà en sous-bois, sur un sol pauvre. On est sur une forêt de pentes, le genre d'endroit où l'agriculture ne va pas. Les seuls arbres qui s'y sont installés sont des pins et des chênes, qui dominent le sol avec leur système racinaire et leurs associations de mycorhizes et de champignons dont on reparlera par la suite. Qui pousse dans cette forêt? Qui pousse dans ce sous-bois? On voit qu'on a encore des légumineuses qui ont leur place sur un sol pauvre qui concurrence les autres. On a du genêt des teinturiers ici devant nous qui illumine le sous-bois, attire les insectes et apporte un peu d'azote qui permet aussi de mieux décomposer toute cette matière ligneuse. On a aussi un genévrier qui pousse là. On en a un peu partout au bord de ce chemin. Chaque fois qu'on a un petit puits de lumière, le genévrier s'installe au milieu des racines des arbres. Alors on est ici en lisière. C'est pas une lisière très épaisse, c'est une lisière qui est marquée par le champ qui est cultivé. Mais en lisière, on a des arbres qui viennent chercher la lumière. On est ici avec un magnifique cormier, le Sorbus domestica, un arbre qui a presque disparu de France, voire d'Europe. C'était un arbre très prisé, notamment au Moyen-Âge. On faisait les essieux de charrette avec un bois qui est très dur. C'est aussi un de nos ancêtres des arbres fruitiers, un arbre fruitier indigène avec des fruits qui sont soit en forme de petites poires ou de petites pommes. Les fruits se mangent blés et peuvent se cuisiner. Ils ont un goût très fin. C'est un arbre qui se multiplie et reproduit difficilement. Voilà, c'est la famille des sorbiers. Il est prisé aussi par les oiseaux. C'est un arbre très rustique qui a besoin de lumière et qu'on ne retrouve plus quand les bois se referment. Alors nous voilà en sous-bois, mais cette fois un sous-bois de forêt assez riche, d'un sol riche plutôt. Une forêt qui s'est développée sur une prairie. On voit
En strate haute, des grands chênes. Et en strate intermédiaire, quelques arbres fruitiers qui dominent les buissons qui arrivent et qui cherchent à couvrir le sol. On a presque toutes les strates de végétation dans ce sous-bois. Voyons ici un poirier qui cherche la lumière. On voit qu'il n'est plus tout à fait dans son environnement naturel. Il est en train de se dessécher du haut, de faire une descente de cime, certainement parce qu'il manque de lumière. Le fait de voir un poirier sauvage qui a poussé naturellement sur notre terrain nous laisse penser que les poiriers sont bien sur ce sol. En tout cas, que les poiriers peuvent être de bons porte-greffes sur nos sols lourds et argileux. On voit dans ce sous-bois différents arbres qui viennent chercher la lumière. Souvent des arbres fruitiers qui étaient là en même temps que les chênes avant que les chênes se développent vraiment. On trouve une magnifique aubépine qui elle aussi est en train de se dessécher parce qu'elle manque de lumière. On trouve des sorbiers des oiseleurs, des sorbiers blancs, quelques pruneliers, un tilleul et un merisier. Tous ces arbres témoignent de la lisière, de la clairière qu'il y avait avant que les chênes prennent vraiment leur place. Ça nous laisse encore penser que trop de grands arbres ne sont pas favorables pour le jardin-forêt. Alors on s'est promené autour du jardin pour voir comment ça se passe dans la nature spontanément. On a découvert différents milieux et on a vu que tout est une histoire dynamique, que l'écosystème change en permanence. Certaines plantes remplacent les autres et vice-versa. Quand j'observe une plante, elle me traduit ce qui s'est passé et ce qui va se passer. On a découvert des milieux secs, ouverts ou fermés, des talus ou des combes. Je vous invite à faire l'exercice, à faire la promenade chez vous et à noter toutes les associations de plantes qui peuvent vous inspirer, à repérer les plantes qui reviennent régulièrement et qui vous intriguent, à noter particulièrement les plantes qui couvrent le sol et qui pourront vous aider, les plantes fixatrices d'azote, celles qui reviennent naturellement sur les sols nus, et comment se composent les différents étages de végétation si vous êtes sur une forêt riche ou sur une forêt de sol pauvre. Publiez les photos qui vous inspirent sur le compte Facebook afin que l'on partage la diversité de nos territoires et de nos écosystèmes ensemble.